Bien, bonsoir à tous et merci au président Jean-Marc Minier pour cet accueil enthousiaste et ces mots d'introduction. Et merci à vous tous pour cet intérêt au sujet des exportations d'ardoises par voie maritime. Alors, petite question, qui avait déjà entendu parler des Indes bleues? Alors, je suis très heureux ce soir d'aborder ce mystère des Indes bleues à travers le prisme d'une rencontre, d'un jumelage, d'un voyage de l'ardoise dans l'espace, mais aussi dans le temps. Et pour préparer cette visioconférence, j'ai été aidé et je voudrais remercier Julie, chargée de mission à la Maison de l'Europe d'Angers et du Maine-et-Loire, qui a fourni une aide très précieuse pour préparer cet échange. Les Indes bleues est une forme de voyage. C'est une formule qui illustre le parallélisme euh, entre la richesse mythique des Indes et celle des carrières d'ardoise, dont les pétales et les schistes étaient exportés jusqu'à Londres. Et ces ardoises ont fait souffler un vent de modernité sur les toits européens, en particulier lors de la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de 1666. Et on va le découvrir. Mais je voudrais aussi vous dire que l'ardoise a été porteuse d'un courant d'échange, à la fois de manière significative avec l'Europe du Nord, mais aussi avec l'Europe du Sud, avec l'Espagne et le Portugal. Et puis, ce voyage de l'ardoise, c'est aussi un jumelage des éléments, de la géologie d'un massif armoricain qu'on connaît bien sur le Grand Ouest, mais il a existé également d'autres sous-sols ardoisiers très riches, notamment dans les Ardennes. Et enfin, pour aborder l'Europe, on parle souvent de jumelage à l'échelle de villes et de territoires. Je voudrais aborder avec vous un jumelage des symboles dont l'Europe a besoin, puisqu'à travers la dimension éternelle et silencieuse du schiste, le schiste bleu, l'audace du travail des ardoisiers est venue perturber à jamais ce qui semblait imperturbable. Alors, en Anjou, l'ardoise voyage aussi dans nos papilles, puisqu'elle a donné naissance à un bonbon. Vous connaissez sans doute le kernon d'ardoise, qui est composé d'une fine nougatine et enrobé d'une couche de chocolat dont la couleur est bleutée. Et vous voyez ici, sur ces photos, la couleur bleue très vive et très apparente. Alors, cette spécialité angevine est une rencontre entre un artisan chocolatier et l'ardoise qui, depuis des siècles, couvre des toitures. Ce qui rend son côté esthétique, c'est véritablement l'inimitable bleu de cette roche. En tous les cas, ces fameux kernons d'ardoise restent un très beau cadeau à offrir, et pas seulement pour les fêtes de Pâques. Alors l'ardoise a captivé l'imagination d'artisans, elle a aussi beaucoup inspiré des philosophes, et parmi eux, il y a un philosophe qui va inspirer le mouvement des Lumières. C'est John Locke, un philosophe anglais qui va réaliser un tour de France en 1678 et il va rédiger un carnet de voyage. Et vous avez ici sur cette slide la restitution de ce carnet de voyage qui est facilement disponible sur Internet. J'ai aussi mis la carte qui recense l'ensemble des étapes qu'il a réalisées, avec un objectif, une destination, qui est de rejoindre à l'époque l'école de médecine de Montpellier, qui est alors très réputée.
Et comme vous le voyez sur le tracé, John Locke va se rendre dans de nombreuses villes qui développent des manufactures, de nouveaux outils industriels, des forges, des canaux, des industries textiles, des magasins d'armement. Et il viendra visiter la ville d'Angers et en particulier Trélazé pour découvrir le fonctionnement des ardoisières. Alors, John Locke n'est pas le seul à se rendre en France, à découvrir l'Anjou. D'autres philosophes, en particulier des philosophes écossais, des Lumières, vont se rendre en Anjou et engager un tour de France respectif. Il y a notamment Adam Smith, je pense aussi à David Hume, et ces voyages sont aussi là pour bâtir une vision géopolitique et essayer de cerner et d'étudier des signaux faibles en matière d'innovation qui pourraient déclencher des changements à venir, en particulier des grandes mutations industrielles. Alors, c'est intéressant pour des territoires de bien comprendre la démarche de ces voyageurs parce que leur observation directe du terrain est aussi là pour signaler ce qui intéresse nos voisins de l'autre côté de la Manche. Alors, l'Anjou cultive à ce titre des chemins de mémoire très riches qui ont été conservés grâce à des visites prestigieuses ou encore des signatures architecturales. Vous avez ici en photo la visite de la reine-mère Queen Mum au château de Serran. Et il y a bien sûr de grandes dynasties qui sont passées par l'Anjou, les Plantagenets. Je pense aussi à Richard Cœur de Lion avec son gisant qui repose à l'abbaye de Fontevraud près de Saumur. Alors, je pourrais mentionner d'autres exemples dans le vignoble, dans le patrimoine, également dans le patrimoine équestre. Et il y a aussi quelque chose qu'on a un peu oublié avec l'Angleterre, ce temps d'émulation, avec les temps pionniers de l'aviation, en particulier avec Roland Garros, à Cholet, et les liens qu'il a aussi développés avec Louis Blériot ou d'autres aviateurs qui voulaient traverser la Manche. Alors, il y a une route de l'or bleu qui va animer les échanges de ce soir. Il y a bien sûr l'histoire de ces échanges ardoisiers qui ont été extrêmement riches et d'une certaine façon, c'est une odyssée à redécouvrir. Avec un prisme très particulier qui est cette ouverture vers l'Angleterre. Le XVIIe siècle est marqué par un essor des exportations d'ardoises par les voies maritimes. En période de paix, les carrières entretenaient de bonnes relations avec quelques lords anglais, car de nombreuses cargaisons étaient aussi expédiées vers les îles britanniques. Et certaines voies gallo-romaines ont même servi de route de l'ardoise à partir de l'Anjou et de la Bretagne. Il y a un site également dans les Ardennes qui sera très actif avec les ardoises de Fumay. Alors, on considère qu'aux portes d'Angers à Trélazé, c'est en 1406 que débute l'extraction d'ardoises à ciel ouvert. Ces fameuses ardoises extraites de Trélazé ont été utilisées pour la couverture de châteaux de Chambord en 1539. Le 9 novembre 1619, Marie de Médicis visite une ardoisière à Trélazé. Alors, il y a aussi une légende qui attribue les premières utilisations de l'ardoise comme matériau de couverture à l'évêque d'Angers, qui s'appelait Licinius en 592 et qui est devenu Saint-Lézin, le patron des ardoisiers. Alors, il a aussi existé des cités ardoisières un peu plus proches de la mer
et qui vont développer un cabotage très actif, pas seulement sur le littoral, mais aussi sur les terres, grâce au canal de Nantes à Brest. Et ce sont des cités ardoisières dans le Finistère, à commencer par Port-Launay et Châteaulin dans le centre Finistère, qui vont fournir des ardoises en 1525 pour l'église Saint-Maclou de Rouen. Ce qui démontre déjà un cabotage très actif vers la Normandie, et donc l'ardoise voyage entre les régions. Et puis, dans le Maine-et-Loire, va se développer un bassin très dynamique avec plusieurs pôles. Trélazé est le plus célèbre et celui qui a résisté le plus longtemps. Et c'est aussi au nord du département, dans la Mayenne angevine, je pense à Renazé en Mayenne. Il y a aussi les ardoises d'Angry, les ardoises du Candéen, les ardoises du Segréen, des mines bleues à ciel ouvert qui ont été transformées en parcs ouverts au public. Je pense en particulier au parc des Garennes du côté sur la commune de Juigné-sur-Loire. Alors, il y a aussi des associations, des érudits locaux, des sociétés savantes qui entretiennent cette mémoire, qui n'est pas seulement une mémoire écrite, mais qui est aussi une mémoire orale. Vous avez des images d'archives qui permettent de resituer cette époque où les carriers fendaient, coupaient et taillaient le schiste pour obtenir l'ardoise définitive. Alors, grâce aux archives, on retrouve les noms de grandes sagas qui ont rythmé le travail ardoisier. Avec ici l'exemple de la commission des ardoisières d'Angers. Alors, cette activité fait aussi vivre de nombreux corps de métier extrêmement divers, car il faut certes extraire cette ardoise, mais il a fallu aussi des artisans, des ouvriers, pour couvrir les toits avec ces magnifiques ardoises, trouver également d'autres usages. J'ai eu le plaisir de préparer cette visioconférence avec le témoignage de personnes qui m'ont transmis cette passion pour l'innovation, qui a aussi marqué cette activité. On l'a un peu oublié, mais il y a eu aussi des mines bleues qui ont existé en Maurienne, dans les montagnes de Savoie. Et j'ai reçu un témoignage très intéressant de Daniel Séjourné, qui a été l'un des piliers fondateurs de la Maison de l'Europe d'Angers et du Maine-et-Loire. Et son témoignage sur les ardoises de Maurienne mettait en valeur le rôle d'une entreprise qui s'appelait Juvenia et qui développait des ardoises pour les écoles, le matériel éducatif, des établissements scolaires dans tous les pays de la francophonie, y compris jusqu'au Liban. Et donc l'ardoise a aussi voyagé grâce à la francophonie au Proche-Orient, mais aussi en Méditerranée. Alors parlons un peu d'Europe. Il y a un corps de métier un peu particulier qui étaient peut-être des voltigeurs Erasmus avant l'heure. Il y a beaucoup de chantiers itinérants avec des couvreurs qui se déplaçaient de place en place. Et la grande agilité de ces couvreurs qui montaient sur les toits et qui étaient aussi très nomades a encouragé certains à se reconvertir le dimanche et à participer à des pyramides humaines, des kermesses, des sorties d'église et augmenter leurs revenus en organisant des pirouettes pour le public sur des grandes places. Et parmi ces couvreurs qui étaient des voltigeurs, certains ont réussi à faire le Tour de France grâce à cette audace et à ce savoir-faire, avec assez peu de moyens, beaucoup d'aventures et une idée assez simple pour se déplacer, qui était de monter dans un taxi. Et donc, il suffisait de remplir un taxi et d'aller
au gré des destinations avec les pourboires accumulés. Et donc, il y a eu des gens qui ont fait le tour de France de cette façon. Alors, cette extraordinaire audace me permet de faire la transition avec le voyage de l'ardoise vers l'Angleterre. Est-ce que finalement, ces échanges ardoisiers n'ont-ils pas tout simplement reconstitué un axe transmanche qui existait depuis très longtemps et qui est l'empire Plantagenet, un empire transmaritime? Aussi, l'ardoise, si elle a traversé des régions, on va voir qu'elle a aussi traversé des mers et des océans. Mais le plus important, c'est qu'elle a rendu les hommes extrêmement nomades. Alors, avec l'arrivée d'une immigration venant d'autres régions, c'est en particulier la crise de la pêche dans des ports bretons, les ports de Lorient, mais aussi le port de Concarneau, qui vont entraîner une forte émigration bretonne en Anjou. Les Bretons passent de 20% de la population de la commune de Trélazé dans le Maine-et-Loire en 1900 à 50% en 1908. Il y a encore des noms bretons qui apparaissent dans des familles, dans des patronymes, et plus tard, lorsque l'ardoise sera moins compétitive, des familles portugaises viendront s'installer sur la commune de Trélazé, que je prends en exemple dans le Maine-et-Loire. D'où l'idée lancée il y a quelques années d'un jumelage entre la commune de Trélazé et Valengon au Portugal, qui a été un très grand pôle de l'ardoise. Alors je cite Concarneau parce qu'il y a quand même une brèche intéressante. Les échanges d'Angers que je prends en exemple avec l'Europe du Nord ont existé, avec la Suède, avec Scania, dans un exemple très récent, mais il y a eu extrêmement tôt des jeux d'acteurs entre puissances européennes, puisque Louis XIV a passé un accord avec le roi de Suède pour transformer Saint-Barthélemy d'Anjou aux Antilles en port franc suédois en échange d'un droit d'entrepôt dans le port de Göteborg, qui est aujourd'hui la deuxième ville la plus importante après Stockholm. Alors cet échange intervient dans un XVIIe siècle qui connaît alors un véritable essor des exportations d'ardoise par voie maritime vers l'Europe du Nord. Alors ces Concarnois dont je vous parlais et qui sont descendus dans les mines bleues en Anjou ont conservé un destin étonnant avec la seule colonie franco-suédoise aux Antilles qui est Saint-Barthélemy-Saint-Barth, puisqu'il existe une transat qui relie le port de Concarneau en Bretagne et Saint-Barthélemy aux Antilles, ce qui montre la très grande richesse de l'Europe, même au-delà des océans. Alors, traversons la Manche et focalisons-nous sur un épisode inédit qui va modifier à jamais le voyage de l'ardoise. C'est la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de 1666. Les ardoises vont faire souffler un vent d'innovation sur les toits européens, puisqu'on va abandonner du jour au lendemain le chaume et utiliser un matériau beaucoup plus résilient pour imaginer un urbanisme qui protège l'espace urbain des incendies. Et donc l'ardoise est utilisée à plein régime pour reconstruire Londres, aménager de grandes places et bâtir Piccadilly Circus pour ceux qui connaissent la capitale britannique. Alors quelques mots sur cet incident ravageur qui est né le 2 septembre 1666 d'un départ de feu dans une boulangerie qui a tout ravagé sur son passage, les docks de la Tamise, les stocks d'huile, d'alcool, de charbon. Et en 4 jours, les 4/5 de Londres
furent réduits en ruines. D'où cette appellation en Angleterre des Indes bleues pour comparer la richesse mythique des Indes et celle des carrières d'ardoise dont les pétales et les schistes étaient exportés jusqu'à Londres. Alors, ce voyage de l'ardoise continue aujourd'hui vers le Moyen-Orient, dans une ville où la communauté britannique est très présente, c'est Dubaï, qui va accueillir l'exposition universelle de 2020. Décalée à 2021 et dans laquelle tous les États du monde seront représentés. Il y a bien entendu un pavillon France que vous voyez ici en photo autour d'un thème qui s'intitule « Lumière, lumière ». C'est une double référence au mouvement philosophique des Lumières, mais aussi des avancées, des innovations techniques avec l'électricité et le cinéma. Et c'est assez unique que l'écrin de ce pavillon soit composé d'ardoises photovoltaïques colorées qui sont inspirées d'un tableau. Ce tableau, c'est les Nymphéas de Monet, ce qui explique, comme vous le voyez sur la photo, cette variation de couleurs et le vert. Et donc, pour ceux qui connaissent les pays du Golfe Persique, ce sont des destinations pleines de lumière, le soleil est omniprésent, et donc ces nouvelles villes offrent une vitrine intéressante de mise en valeur pour faire ressortir la couleur de ces ardoises, un peu à la façon de ces quernons d'ardoise qui avaient été imaginés par notre pâtissier en introduction. Alors, le parcours de Monet offre un parallélisme étonnant au voyage de l'ardoise parce que jeune artiste, c'est à Londres qui a développé ses premières commandes. Alors, on l'a un peu oublié, mais l'Anjou est une terre d'exposition universelle. Le parc oriental de Molévrier, près de Cholet, est le plus grand jardin japonais d'Europe. Et l'architecte Alexandre Marcel va explorer son génie de l'horticulture, de l'aménagement paysager, avec des éléments reproduits à partir de moules provenant de l'exposition universelle de 1900. Et c'est lors de cette exposition universelle qu'Alexandre Marcel est chargé de plusieurs pavillons, dont celui des compagnies maritimes, à travers le panorama du tour du monde. Alors, sa grande créativité voyagera en Belgique, mais aussi en Extrême-Orient, au Japon. Alors, en tous les cas, tous les pays européens auront un pavillon à Dubaï. Même Monaco a réuni les meilleurs architectes pour avoir une présence dans les Émirats. Et vous avez un pavillon très intéressant qui est justement le pavillon de la Belgique. Alors, j'ai parlé des ardoises de Fumay, puisque dans les Ardennes, il y a aussi un grand passé ardoisier et bien entendu des échanges avec l'Europe du Nord, des échanges transmanche avec le Royaume-Uni et la Belgique. Alors, le peintre Monet, qui inspire ses ardoises à Dubaï, est une grande figure de l'impressionnisme. Et peut-on considérer finalement, est-ce que l'impressionnisme, est-ce que l'ardoise est une inspiration pour l'impressionnisme du 19e siècle? Puisque vous le savez, l'impressionnisme est principalement caractérisé par la composition ouverte, l'utilisation d'angles de vue inhabituels, une tendance à noter les impressions fugitives, la mobilité des phénomènes lumineux, plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses. Alors, je me permets cette transition car le thème de cette rencontre aujourd'hui est aussi d'appréhender ce que les Britanniques vont faire avec le Brexit et comment cela va fortement modifier le rapport de nos échanges
avec le Royaume-Uni en étant à l'extérieur de l'Union européenne. Je vais m'attarder un peu sur le sujet. Pour préparer cette conférence, le président Jean-Marc Minier m'avait demandé aussi d'apporter une vision complémentaire du vécu par rapport au Brexit depuis Londres, où j'ai vécu et travaillé. Alors, s'il y a une chose à comprendre sur la vision britannique du monde, c'est ce qui est sur cette slide. C'est pourquoi je vous ai mis en anglais pour ne pas sortir de son contexte. Je vais vous la traduire oralement pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Alors, ce qui est le marqueur de la vision britannique avec le reste du monde, c'est cette formule que vous avez ici à l'écran. 61% of UK trade was with the EU. En 1999, 61% du commerce et des échanges étaient avec l'Union européenne. Now, it's 43%. Désormais, nous sommes à 43%. Et à l'horizon 2025, il a été projeté que les exportations en direction de l'Union européenne passeraient sous la barre des 35%. La Commission européenne elle-même prévoit que 90% de la croissance mondiale dans les 10 à 15 prochaines années sera générée à l'extérieur de l'Europe, dont un tiers seulement par la Chine. Et donc, c'est véritablement l'idée que les Anglais ont dans la tête et elle se résume à travers la formule suivante, Global Britain, Global Trade. Et l'idée de pousser encore davantage la bulle de prospérité que représente Londres est aussi sur toutes les lèvres. Et ce débat qui a été poussé dans la presse britannique a également encouragé cette idée assez fantasque de créer une cité-État qui serait inspirée de grandes thalassocraties européennes comme Londres ou comme Rome au temps antique ou même Athènes. Ou des exemples un peu plus récents avec le cas de Singapour lors de sa sécession avec la Malaisie en 1665, ou même Hong Kong avec la Chine continentale, même si on le voit aujourd'hui, les responsables chinois font machine arrière. Ce qui motive la psychologie mentale des élites britanniques, c'est de retrouver cette résilience insulaire. Ce premier âge d'or élisabétain marqué par la chute de la Grande Armada espagnole et l'ouverture d'une ère de prospérité stimulée par les échanges et les innovations maritimes. Alors, est-ce que cette vision est erronée? Londres sort d'un âge d'or. C'est un peu la fin d'un âge d'or. Londres a été branchée sur un statut de capitale financière et culturelle de premier plan du monde anglophone. Et donc, beaucoup de fierté à montrer le dynamisme, la capacité à attirer des investisseurs internationaux et le rôle de pont avec toutes les nations anglophones du Commonwealth, du Canada à l'Australie, de l'Afrique du Sud au Moyen-Orient. Vous avez des images avec le plus grand gratte-ciel d'Europe, The Shard, qui est situé sur la rive gauche de la Tamise et qui était vraiment l'endroit le plus mal famé où personne ne voulait mettre les pieds. Et cette reconquête urbaine a totalement bouleversé cette rive qui est maintenant en train de se boboiser. Sur l'image du haut, vous pouvez voir cette bulle de gratte-ciel, c'est la City de Londres. Et donc, de l'autre côté du fleuve, de la Tamise, il y a cette transformation énorme de projets immobiliers qui poussent grâce à des investissements étrangers. Cette tour qui pointe et que vous voyez ici, c'est
Une tour qui a beaucoup fait part d'elle puisque les lots qui sont à l'intérieur sont détenus à 80% par des Qataris. Une partie de l'âge d'or de Londres, c'est aussi la capacité à attirer des capitaux des pays du Golfe. Il y a eu des classements internationaux qui semblaient indiquer que Londres avait détrôné New York en termes d'attractivité des investissements, parce que plus proche du Moyen-Orient, moins de décalage horaire, plus de proximité avec les pays du Golfe. Et donc, toujours est-il que le Brexit est engagé, le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, mais il faudra toujours garder à l'esprit que Londres est un tremplin pour les entreprises régionales vers le Moyen et l'Extrême-Orient. Et c'est véritablement ce tremplin qui aidera beaucoup de PME à avancer leurs pions, et parce que certains marchés sont 10 fois plus accessibles avec un fanion britannique. Alors, je cite la formule de Lionel Stoléru, qui avait été chargé de remettre un rapport sur le Small Business Act européen et qui avait dit la formule suivante: pour vendre à Hong Kong, mieux vaut être fournisseur de la reine d'Angleterre que de Monsieur Smith. Et donc, Londres restera un peu cette marmite bouillonnante où se connectent des références sur le marché mondial, où se connectent des idées, où se connectent des capitaux et des talents du monde anglophone. Et donc, ce joker londonien, il ne faut pas le perdre de vue, car c'est un paradigme très fort pour ouvrir internationalement des courants d'affaires avec le monde à seulement 1 heure d'avion. Alors, je vous parle beaucoup de Londres, qu'il faut considérer comme un peu une Babylone des échanges, mais l'échec du Brexit a été aussi l'occasion de révéler sans doute un pays à 2 vitesses. L'un des marqueurs des partisans du camp du Leave, c'est pas tout à fait un vote anti-européen, c'est vraiment une réaction épidermique à une crise du logement qui n'a pas été réglée depuis 30 ans au Royaume-Uni. Il y a d'autres raisons, mais c'est à mon sens l'une des raisons principales pour ceux qui ont vécu à Londres. La ville est 2 fois plus chère qu'à Paris. Alors, la classe britannique en est consciente et c'est pourquoi 479 députés britanniques souhaitaient rester dans l'Union européenne, conscients des avantages évidents qu'elle apporte, et seuls 156 voulaient en sortir. Mais le Brexit l'a emporté, il l'a emporté avec 52% des voix. C'est un référendum et la voix du peuple est souveraine. Alors, quelques surprises tout de même, puisque les arguments économiques qui avaient été martelés par les partisans de la campagne du Remain pendant 6 mois n'ont eu pratiquement aucun impact. Le peuple britannique, d'ordinaire pragmatique, a préféré le saut dans l'inconnu au maintien du statu quo. Alors, cette campagne du référendum a bien entendu déchaîner des passions avec des formules extrêmement provocantes. Alors, j'en ai relevé quelques-unes. Il y a eu d'abord celle d'un ministre qui était dans l'équipe de Theresa May, qui avait fait scandale en accusant le patron britannique d'être gras et paresseux, plus enclin à faire du golf le vendredi après-midi que faire du business à l'international. Et puis, dans son goût de l'autodérision, la presse d'opinion, mais aussi les tabloïds ont été très vindicatifs. Bien souvent, pour souligner l'immense contradiction d'accuser l'Europe de tous les maux et d'ignorer des problèmes de fond, des blocages propres à la société britannique, à son establishment, à sa crise du logement et au grand saut en avant dans une économie tertiaire de services, mais qui a perdu beaucoup d'industries.
Alors, l'un des grands changements fondamentaux qui va intervenir, c'est de rendre l'accès au Royaume-Uni beaucoup plus restrictif pour les ressortissants européens, avec des libertés communautaires de circulation, des talents, des travailleurs qu'on a bien connus, mais qui va se retrouver amoindri. Et donc un filtre qui intervient pour réorienter la flexibilité du droit du travail sur le sol britannique vers des talents locaux plutôt que des talents venus d'ailleurs, ce qui concrétise par ailleurs l'arrivée d'un permis à points, un visa de travail qui ne concernera que des talents étrangers très sélectifs, très ciblés sur des secteurs en pénurie, des secteurs en tension ou des secteurs en devenir comme l'intelligence artificielle. Il y a eu des articles sociologiquement très intéressants du Guardian, par exemple, qui indiquaient que la communauté polonaise, par exemple, avait dépassé la communauté indienne de Londres. Et ça, dans la société britannique, c'est quelque chose qui a beaucoup choqué la working class. Et donc, cela sera un peu le mot de conclusion et l'ouverture du débat. Avec vous tous, la France doit assumer sa responsabilité historique avec l'Allemagne de relancer, de refonder l'Union européenne. Quelle forme peut prendre cette refondation? Certainement un projet nourri d'interdépendance européenne, à l'image de l'ardoise, et puis pousser l'Europe en quête de matériaux biosourcés, de mondialisation, mondialisez-vous, c'est peut-être aussi un encouragement qui doit être fait à des grands savoir-faire qui existent dans nos entreprises, dans la jeunesse, dans le tissu créatif des PME. Et je voudrais rappeler que de grandes success stories existent ici en Anjou. C'est Cointreau, c'est le vignoble, c'est Giffard. Et c'est peut-être justement des références qui peuvent nous encourager à nous ouvrir vers l'extérieur. Je laisse la place aux échanges et je vous remercie pour votre attention. Alors, vous avez une bulle de discussion si vous souhaitez réagir, poser des questions. Je vais de mon côté répondre à des questions qui ont été posées. Il a été formulé, notamment préalablement par écrit, 5 grandes questions très intéressantes. Je vais y répondre point par point. La première question qui a été posée, c'est quel est l'enjeu économique au regard du contexte chinois? Alors, en Chine continentale, il existe un jumelage entre Angers et la ville de Yantai, la ville du vin, et un bureau de représentation à Qingdao représente la région des Pays de la Loire dans la province du Shandong, qui est une ancienne concession allemande en Chine. Et les Chinois, en fait, gardent le souvenir de l'ingénierie européenne dans les concessions. Qingdao, qui porte aussi le nom d'une bière, était en fait un peu la seule ville jamais inondée grâce aux canalisations allemandes. Et du coup, peut-être que l'Anjou, mais aussi les Ardennes, peuvent utiliser cette route de l'Ardoise pour se relier à certains pôles. Si on prend l'exemple des liens entre Trélazé et le Portugal, il y a peut-être un lien à imaginer avec Macao, ancien comptoir portugais, en face de Hong Kong, ou même Taïwan, qui a été remarqué par les marins portugais. Et les sujets de matériaux biosourcés, d'économie circulaire, les plus avancés sont à Taïwan. Là-bas, le manque d'eau fragilise la production de puces électroniques, de semi-conducteurs, pour produire smartphones, écouteurs, Bluetooth, objets connectés. S'il existe des opérations d'ensemencement des nuages, à quand une ardoise intelligente qui puisse capter de l'eau? Alors, une deuxième question qui m'a été aussi posée, c'est quel est l'avenir des entreprises anglo-françaises?
Alors, les secteurs en fait à très haute valeur ajoutée seront toujours les bienvenus au Royaume-Uni. Même s'il y a des barrières, ce sont les secteurs de l'intelligence artificielle, de l'hydrogène vert, des biotechnologies, du végétal, et je pense qu'Angers en fait peut justement valoriser ces filières d'avenir avec la cité de l'objet connecté, mais aussi ces liens anglophones, transatlantiques, par exemple avec l'exemple du jumelage avec Austin au Texas. Et je pense qu'il faut justement encourager des coalitions créatives avec les Britanniques et d'autres partenaires. Dans le sillage du jumelage entre Angers et son homologue suédoise, peut-être s'inspirer aussi du modèle IKEA, et notamment de la culture scandinave d'Europe du Nord, qui, en fait, IKEA a beaucoup court-circuité les intermédiaires. Et le fondateur d'IKEA a voulu proposer des tarifs très compétitifs et a fait le pari en 1955 de concevoir du mobilier et de se lancer dans son propre design. Et du coup, la véritable stratégie qui a poussé cette entreprise, c'est la stratégie des 3 F, à savoir la fonctionnalité, la forme et la facilité à être produit. Une troisième question qui m'a été posée, c'est qui aujourd'hui produit encore des ardoises dans le monde? Pouvez-vous nous en dire plus sur le poids économique de ce secteur? Alors, le premier marché mondial de l'ardoise, en fait, c'est la France, qui importe 94% de ses besoins en Espagne, ses propres gisements dans l'Hexagone étant épuisés. Et donc, la désaffection croissante de ce matériau, en fait, inquiète le plus gros producteur ibérique, l'espagnol Coupa, qui est le premier producteur mondial d'ardoise et qui entend aussi un peu sauver les traditions françaises. Parce que l'Espagne est riche en ardoisières, mais cela n'a jamais vraiment été dans les traditions ibériques d'utiliser ce matériau. Alors, une quatrième question qui m'a été posée, c'est quelle est la diffusion des ardoises extraites de Trélazé sur l'Europe au XVIIIe siècle et quels monuments encore visibles aujourd'hui sont-ils parés? Alors, je voudrais rappeler qu'à Trélazé, c'est en 1406 que débute l'extraction d'ardoises à ciel ouvert. Les ardoises extraites de Trélazé ont été utilisées pour la couverture du château de Chambord en 1539. Et le 9 novembre 1619, Marie de Médicis visite une ardoisière à Trélazé. Alors, la légende attribue les premières utilisations de l'ardoise comme matériau de couverture à l'époque à l'évêque d'Angers, Licinius, en 1592, devenu Saint-Lézin, le patron des ardoisiers. Alors, on m'a posé aussi une question, allez-vous faire une expo itinérante? J'ai un peu envie de dire, le pavillon France à l'exposition universelle de Dubaï est peut-être justement ce formidable ambassadeur. Il est possible de suivre l'actualité du pavillon sur les réseaux sociaux. Je voudrais aussi rappeler que des régions ont développé des pavillons itinérants par le passé. Il y a notamment l'exemple du pavillon Alsace à l'exposition universelle de Shanghai, avec justement un GIE d'architectes qui s'était constitué. À l'époque, Adrien Zeller, le président de région Alsace, n'avait pas voulu financer le pavillon. Il trouvait que c'était trop cher. Et du coup, ce sont des architectes alsaciens qui se sont associés et qui ont monté ce pavillon qui s'est déplacé, est allé dans plusieurs villes de Chine. Du coup, ça montre effectivement peut-être d'autres formes, d'autres écrins qui pourraient valoriser ce volet. Une dernière question qui m'a été posée, ce sont à propos des ardoises de Fumay. Là, c'est tout l'intérêt de cette visioconférence aujourd'hui, de connecter des territoires, puisqu'en fait, on m'a demandé notamment de resituer des traces sur les ardoises ardennaises, les ardoises de Fumay et leur exportation vers l'Europe du Nord.
Alors, il y a la proximité avec la Belgique, les relations avec le Royaume-Uni. Ce qui est intéressant, c'est peut-être d'associer à la fois des historiens ardennais et des historiens angevins, parce qu'il y a beaucoup de connaissances dans les deux régions. Et peut-être que justement, on pourrait retrouver des choses. Alors, il y avait un historien, notamment de Fumay, qui m'avait fait part d'un document de 1860, rare et précieux, qui remonte à la cour impériale de Metz et qui fait référence, qui apporte des éléments extrêmement intéressants. Mais je voudrais encourager la mise en cohérence finalement des informations disponibles et se dire que peut-être qu'en rapprochant justement le Maine-et-Loire, les régions ardoisières qui ont existé en Bretagne et les contacts aussi dans le secteur des Ardennes pourrait certainement nourrir beaucoup d'informations sur cette interdépendance européenne, sur cette approche du voyage de l'ardoise. Je voudrais vous remercier pour votre attention. Cette conférence est enregistrée et elle sera restituée en ligne sur les réseaux sociaux si vous souhaitez y participer. Merci à vous et à bientôt.